Je m'appelle Julien Dubois, et depuis 20 ans, mon univers se résume à l'odeur du cèdre et du palissandre, au lent enroulement d'un copeau de bois qui tombe de mon rabot. Ici, dans mon petit atelier niché sur une falaise surplombant la côte brumeuse de Ploumanac'h, en Bretagne, je suis luthier. Je fabrique et répare des guitares. C'est une vie tranquille, solitaire, qui ne se mesure pas en cours de la bourse ou en obligation sociale, mais dans la transformation lente et délibérée du bois brut en un écrin pour la musique. Mes mains, tachées de vernis et sillonnées par les fines cicatrices de mon métier, ont appris un langage que le reste du monde a oublié. C'est un langage de grain et de résonance, d'écoute de ce que le bois désire devenir. Ici, je ne suis pas l'homme que j'étais autrefois, un architecte déchu, un mari rejeté. Je suis simplement un artisan, un réparateur de choses brisées. La paix est un instrument fragile. Elle peut être brisée par une seule note dissonante. Pour moi, cette note est arrivée un mardi matin. Le doux murmure de la Manche était ma seule compagnie alors que je posais méticuleusement les frettes d'une nouvelle guitare acoustique. Mon vieux téléphone, un appareil simple juste pour les appels, s'est mis à vibrer sur mon établi. Sa sonnerie était une intrusion brutale, un son étranger dans une pièce dédiée à l'harmonie. J'ai éteint ma ponceuse, et le silence soudain était lourd, plein d'attente. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier de cuir et j'ai pris le téléphone. Le nom sur l'écran était un fantôme d'une vie que j'avais enterrée depuis longtemps, Léo Dubois. 20 ans. 20 ans d'un silence quasi total, rompu seulement par une poignée d'appels brefs et obligatoires pour les fêtes, chacun d'eux un rappel glacial du gouffre qui nous séparait. Aucune chaleur, aucune connexion, juste l'accomplissement froid d'un devoir familial qu'il ressentait clairement comme un fardeau. J'avais accepté l'idée que ce silence serait le dernier mot entre nous, qu'il durerait jusqu'à ce que l'un de nos noms apparaisse dans une nécrologie. D'une certaine manière, je suppose que j'avais raison. J'ai pris une profonde inspiration, l'air chargé de l'odeur sucrée de la sûre, et j'ai répondu. Ma voix était rauque, peu habituée à plus qu'un bref échange au marché du village. Allô. La voix qui a répondu était polie et tranchante, la voix d'un monde de conseils d'administration et de pantous parisiens, un monde à des milliers de kilomètres et à une vie entière de mon atelier. Julien. Il ne m'avait pas appelé papa depuis son adolescence. J'étais Julien maintenant, un nom qu'il prononçait avec l'irritation lasse d'un homme chassant une mouche. C'est Léo. Ta mère est partie. Il n'y avait aucune tristesse dans son ton, aucune trace de perte. Il a annoncé la nouvelle avec l'efficacité stérile d'une note de service. Un anévrisme. La semaine dernière. Ça a été très soudain. Je suis resté immobile, le regard fixé sur l'étendue grise de la mer par ma fenêtre. Isabelle, partie. Les mots n'avaient pas de sens. Elle avait toujours été une force de la nature, un tourbillon d'ambition et de génie, belle, créative, et à sa manière, absolument dévastatrice. L'imaginer simplement. Partie. C'était comme essayer d'imaginer le soleil s'éteindre d'un coup. Mon silence s'est trop étiré pour lui. Tu m'as entendu ? A-t-il demandé, sa voix acérée d'impatience. Les funérailles ? Ai-je réussi à demander, la gorge sèche et serrée. Il m'a coupé. C'est réglé. Une cérémonie privée. Tu n'étais pas sur la liste des invités. Il a fait une pause, et je pouvais presque sentir le changement de ton alors qu'il en venait au véritable but de son appel. Écoute, la raison pour laquelle j'appelle, c'est que son notaire exige ta présence pour la lecture du testament. C'est ce vendredi, à 14 h. Dans les bureaux de Maître Bernard et Associés, à Paris. Ne sois pas en retard. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Un ordre royal d'un fils qui s'était depuis longtemps couronné roi d'un monde dont j'avais été exilé. J'ai finalement retrouvé ma voix, la gardant aussi égale et calme que la surface d'une pièce d'érable fraîchement rabotée. Léo, je n'ai rien à faire là-bas. Isabelle et moi avons tout réglé dans ce tribunal il y a 20 ans. Je ne veux rien d'elle. Un son est sorti du téléphone, un rire bref et laid, un aboiement dépouillé de tout humour. C'était un son de mépris pur et sans mélange, et ce bruit, plus que toute autre chose, a ravivé une vieille braise de colère endormie au plus profond de moi. Oh, je sais bien que tu n'auras rien, a-t-il ricané. Ne sois pas idiot. Ma mère méprisait ce que tu es devenu. Mais c'est une formalité légale, une sorte de procédure absurde. Tu dois être là en personne pour entendre officiellement que ta valeur nette pour cette famille est de 0. Une confirmation documentée, notariée,
de ton insignifiance totale et absolue. Il a laissé le poison flotter dans l'air. Franchement, je veux juste voir ta tête. Je veux regarder ta petite dignité pathétique et silencieuse s'effondrer quand tu l'entendras lire à voix haute. Ce sera le meilleur divertissement que tu auras offert depuis des décennies. La cruauté était si directe, si méticuleusement conçue, qu'elle en était presque impressionnante. Ce n'était pas l'emportement d'un fils en deuil. C'était le sadisme calculé d'un vainqueur voulant écraser le visage de son adversaire dans la poussière. « Tu as bien fini ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Presque », a-t-il dit, son ton suintant d'un amusement condescendant. « Ne t'inquiète pas pour ton retour. Je t'avancerai les 20 € pour le billet de train. Considère ça comme une prime de licenciement. » Puis la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, le téléphone toujours collé à mon oreille, écoutant le sifflement vide de la ligne coupée. Le silence de l'atelier est revenu en force, mais il était différent maintenant. Il était lourd, suffocant. La vieille colère que j'avais enfouie sous des années de sueur et de résignation a commencé à couver. Ce n'était pas un feu de forêt, mais une braise ardente au fond de mes entrailles. Il ne m'avait pas invité à une lecture de testament. Il m'avait convoqué à une humiliation publique. Mon humiliation. Il voulait un spectacle. Très bien, pensais-je. Il en aurait un. J'ai fermé le téléphone et l'ai posé avec un soin délibéré. Je me suis approché de la guitare à moitié finie et j'ai passé ma main sur ses courbes lisses et honnêtes. Puis je me suis retourné et j'ai quitté l'atelier pour entrer dans la petite maison spartiate attenante. Je suis allé à mon placard, dépassant les chemises en flanelle et les jeans usés qui étaient devenus mon uniforme. Tout au fond, scellé dans une housse à vêtements, se trouvait mon unique costume. Je ne l'avais pas vu depuis 20 ans. Je l'ai sorti et j'ai ouvert la fermeture éclair. À l'intérieur pendait un costume gris anthracite, le même que je portais le jour où ma vie s'est brisée en deux. Je le porterai à nouveau pour assister au début de la fin de la sienne. Vendredi après-midi. Le trajet en TGV jusqu'à Paris ressemblait à un passage dans une autre réalité. Les rues calmes et brumeuses de Ploumanacach étaient un rêve, remplacé par les canyons scintillants d'acier et de verre d'une ville qui vibrait d'une énergie nerveuse et électrique. J'ai payé le taxi depuis la gare Montparnasse, le prix me piquant plus que prévu, et j'ai posé le pied sur le trottoir. L'air ici était différent, il avait le goût des gaz d'échappement et de l'ambition. L'immeuble de Bernard et Associés n'était pas seulement dans la rue, il la possédait. Une falaise abrupte de verre fumé sombre et de granit noir poli qui semblait avaler la lumière du jour, en plein cœur du 8e arrondissement. En poussant les portes tournantes, le vacarme de la ville fut instantanément étouffé, remplacé par un silence profond et révérencieux. Le hall d'entrée était un monument à la richesse. Les sols étaient des hectares de marbre blanc, si polis qu'ils reflétaient le plafond vertigineux comme un lac immobile. L'air sentait légèrement l'encaustique et l'argent ancien. Dans ma vie d'avant, j'avais conçu des bâtiments, des espaces pour que les gens vivent et travaillent. Cet endroit n'était pas conçu pour les gens. Il était conçu pour intimider, pour rappeler à chaque âme qui y entrait à quel point elle était insignifiante. Et je me sentais insignifiant. Mon costume anthracite, fait d'une laine fine qu'on ne trouve presque plus, était démodé de 20 ans. La coupe était trop ample, les épaules trop larges. Je l'avais repassé moi-même ce matin-là, le pli du pantalon assez vif pour couper, mais il était indéniablement vieux. C'était le costume que j'avais porté à l'audience de divorce, la dernière fois que j'avais vu Isabelle me regarder avec cette expression froide et indéchiffrable, une expression façonnée par les mensonges empoisonnés que notre fils lui avait murmurés à l'oreille pendant des années. Une faible odeur de cèdre et de thym s'accrochait au tissu. Alors que je marchais vers le bureau d'accueil monolithique, mes chaussures usées à semelles de cuir produisaient un claquement solitaire et rythmé sur le marbre, un son qui semblait résonner avec une force embarrassante dans le silence de tombeau. Quelques jeunes collaborateurs, des hommes et des femmes en costumes impeccables qui coûtaient probablement plus cher que ma camionnette, ont levé les yeux de leur téléphone. Leurs yeux ont effectué un calcul rapide et exercé scanner, catégorisé, rejeté. Je n'étais pas un client. Je n'étais pas un rival. J'étais une anomalie, un fantôme d'une autre époque. Je me sentais comme une tache de saleté sur un dessin d'architecte immaculé. Je n'avais pas ma place ici, ce qui, je le savais, était tout l'enjeu. C'était la première salve de Léo, me convoquant dans son monde, sa forteresse de pouvoir, alors que j'étais vêtu de l'armure de ma plus grande défaite. J'ai atteint le bureau d'accueil, une plaque de marbre qui semblait avoir été extraite du cœur d'une montagne.
La jeune femme derrière portait un casque si élégant qu'il semblait fusionner à son crâne. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé, sa voix vive mais ses yeux distants. « Je suis ici pour le rendez-vous de 14 heures, dis-je, ma voix sonnant aussi rêche que du bois non poncé. La lecture du testament d'Isabelle Dubois. Mon nom est Julien Dubois. Ses yeux ont scié. Le nom Dubois a fait tilt, mais le visage ne correspondait pas à ses attentes. Elle s'attendait à Léo, quelqu'un qui cadrait avec le décor. Pas moi. Une lueur de confusion, puis une pointe de dédain, ont traversé ses traits avant que le masque professionnel ne se remette en place. Bien sûr, Monsieur Dubois, dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Maître Bernard vous attend. Veuillez vous asseoir. On viendra vous chercher dans un instant. Elle a fait un geste vers une salle d'attente, un ensemble de canapés bas en cuir noir disposés autour d'une immense table en verre. Je me suis assis sur le bord de l'un d'eux. Le cuir était froid et intransigeant. J'ai joint mes mains de luthier rugueuses et calleuses contrastant fortement avec la vieille laine fine de mon pantalon. J'ai regardé les vastes peintures abstraites sur les murs. Ce n'étaient que des couleurs et des formes, conçues pour remplir un espace et signifier la richesse. J'étais une relique, un fantôme qu'ils avaient tous accepté d'oublier, assis ici à attendre qu'on me dise que j'étais officiellement, légalement, sans valeur, tout comme mon fils l'avait promis. La braise silencieuse et fumante de colère de cet appel téléphonique s'est un peu ravivée. Je n'étais pas ici pour être humilié. J'étais ici pour aller jusqu'au bout. Ils ne sont pas simplement entrés dans la pièce, ils ont fait une arrivée. C'était Léo, et il n'était pas seul. Il se déplaçait avec l'assurance facile et innée d'un homme à qui on n'a jamais rien refusé. Il portait un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement ce que je gagne en un an. Il lui allait comme une seconde peau, accentuant un physique entretenu par des entraîneurs personnels, pas par le travail physique. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa montre un subtil éclat de platine à son poignet, son expression celle d'un droit ennuyé. Dans son sillage le suivaient ses deux assistants. La première était une jeune femme, incroyablement élégante et belle d'une manière sévère et soignée. Elle était moulée dans une robe blanche austère et serrait un sac à main de créateur comme un artefact religieux. J'apprendrai plus tard que son nom était Camille. Elle était absorbée par son téléphone, son pouce balayant sans fin l'écran. Le second était un homme dans la quarantaine avec un bronzage permanent et des dents trop blanches pour être naturelles. Il arborait le sourire fixe et prédateur d'un requin qui sentait le sang dans l'eau. Ce devait être Damien, le conseiller financier que Léo avait mentionné une fois. Il n'était pas une famille en deuil. C'était une troupe de lions, tournant autour d'une carcasse qu'ils croyaient leur appartenir. Léo s'est dirigé d'un pas décidé vers le bureau d'accueil, sans même me jeter un regard. « Léo Dubois », a-t-il annoncé, sa voix résonnant légèrement dans le vaste espace. « Maître Bernard m'attend. » La réceptionniste, qui m'avait à peine accordé un regard, est soudainement devenue un tourbillon de sourire et d'efficacité. « Oui, Monsieur Dubois. » Tout de suite, Monsieur Dubois. Il s'est alors retourné, avec l'intention de s'emparer d'un des canapés en cuir, et ses yeux se sont finalement posés sur moi. Il s'est arrêté. Un sourire lent et cruel s'est étendu sur son visage, le sourire d'un chat qui a enfin acculé une souris. Il s'est approché, ses chaussures de luxe silencieuses sur le marbre. Ses deux compagnons ont suivi, leur curiosité piquée. « Mon Dieu, dit-il, sa voix assez forte pour que tout le hall l'entende. Tu es vraiment venu. » Il m'a regardé de haut en bas, son regard s'attardant sur mon vieux costume, le col légèrement usé de ma chemise. « J'imagine que tu as vraiment besoin de ces 20 €. Camille, la petite amie, a levé les yeux de son téléphone. Un petit rire bref et aigu s'est échappé de ses lèvres, un son comme des glaçons qui s'entrechoquent dans un verre. Le sourire de requin de Damien s'est élargi. Il m'a évalué, non pas comme une personne, mais comme un meuble usé et démodé à jeter. Léo a fait un vague geste dans ma direction, un maître de cérémonie présentant sa plus étrange curiosité. Ça, dit-il, la pose étant une insulte en soi, c'est mon père. Il a prononcé le mot au père comme s'il s'agissait d'un fait biologique désagréable qu'il était obligé de reconnaître. Il s'excusait auprès d'eux pour moi, pour ma dignité élimée, pour mes mains calleuses, pour mon incapacité à être un reflet de sa propre gloire fabriquée. Je me suis souvenu de lui à 12 ans. Le matin de Noël. J'avais passé des mois dans mon ancien atelier d'architecture, avant tout, à fabriquer à la main une maquette détaillée d'un pont à Auban. J'en étais si fier. Léo a ouvert la boîte,
l'a regardée une seconde, et l'a mise de côté. Ce n'est pas un truc de magasin, s'était-il plaint. Je veux ce que mes amis ont. Isabelle, toujours prompte à résoudre un problème avec de l'argent, était intervenue avec une nouvelle console de jeu hors de prix. Elle avait construit cette créature, un caprice indulgent à la fois. L'homme qui se tenait devant moi n'était pas un homme du tout. C'était une collection d'appétit dans un costume à 5000 €. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, j'ai rencontré son regard suffisant et arrogant, et je l'ai soutenu. Mon silence semblait le décontenancer plus que n'importe quelle réplique colérique. Il s'attendait à une réaction suppliée, plaider, se mettre en colère n'importe quoi pour valider son pouvoir sur moi. Je ne lui ai rien donné. Je suis juste resté assis là, un fantôme dans un costume gris, regardant le spectacle qu'il était si désespéré de produire. Son sourire s'est crispé. Ce n'était pas aussi amusant qu'il l'avait imaginé. Il s'est détourné de moi, s'adressant à Damien. Donc, la première chose que nous faisons, c'est de liquider les participations artistiques européennes. Il a été interrompu par le son d'une lourde porte en chêne qui s'ouvrait. Un homme se tenait dans l'embrasure, et toute l'atmosphère de la pièce a changé. La température a semblé chuter de 10 degrés. Le spectacle allait commencer. L'homme dans l'embrasure de la porte avait la soixantaine bien sonnée, grand et mince, avec un air d'autorité tranquille qui faisait paraître la confiance effrontée de Léo puéril. Il portait un costume gris impeccablement coupé qui respirait l'argent ancien, pas le nouveau. C'était Maître Bernard. Son visage était impassible, ses yeux vifs et analytiques, il ne se contentait pas de vous voir, il vous évaluait. Son regard a balayé la pièce, passant sur Léo et son entourage comme s'il faisait partie du mobilier, puis ses yeux se sont posés sur moi. Il a soutenu mon regard un instant, et j'ai vu une lueur de quelque chose dans son expression, pas de la pitié, mais quelque chose de plus proche du respect. Il s'est approché de moi. « Monsieur Dubois, dit-il, sa voix égale et claire. Je vous remercie d'être venu. » Il n'a pas tendu la main, mais l'adresse directe, la simple reconnaissance de mon droit d'être là, suffisait. Ce n'est qu'alors qu'il s'est tourné vers mon fils. « Monsieur Dubois, dit-il à nouveau. » Le même nom, mais le ton était différent, plus froid, plus formel. L'affront était subtil, mais pour Léo, dont le monde entier était construit sur un fragile échafaudage de statuts perçus, c'était un coup direct. Le fait que moi, le paria, j'ai été reconnu en premier était une violation intolérable du protocole. Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Il a essayé de le dissimuler par l'arrogance. « Finissons en, Bernard », lança-t-il sèchement. « J'ai une réservation pour le dîner à 20 h. Je n'ai pas l'intention d'être en retard. » L'expression de Maître Bernard n'a pas changé. Il a simplement hoché légèrement la tête. « Comme vous le souhaitez, » dit-il, en tenant la porte d'une salle de réunion ouverte. « Par ici, messieurs. » La salle de réunion était dominée par une unique et massive table en acajou, polie jusqu'à obtenir un éclat miroir. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue stérile sur le gratte-ciel d'en face. C'était une pièce pour signer des contrats et écraser les esprits. Léo, naturellement, a pris le siège en bout de table, en face de la porte, affirmant sa position de nouveau patriarche. Camille et Damien l'encadraient comme des gardes royaux. J'ai choisi une simple chaise près de la porte, une pensée secondaire dans le grand drame. J'ai posé mes mains sur la table, mes articulations cicatrisées et ma peau rugueuse formant un îlot de texture saisissant sur le bois impeccable et sans défaut. Maître Bernard s'est dirigé vers l'autre bout de la table. Il a posé un épais document relié en cuir sur la surface avec un bruit sourd et définitif. L'air dans la pièce s'est raréfié. Il a sorti méthodiquement une paire de lunettes de lecture à monture dorée, ses mouvements précis et sans hâte. Il était en contrôle total. Il a ouvert le classeur. Ceci, commença-t-il, sa voix remplissant la pièce silencieuse, est le dernier testament et les dernières volontés d'Isabelle Dubois, en date du 18 juillet de cette année. Même d'outre-tombe, elle faisait passer un message. Elle avait pris mon nom en mariage, mais elle avait construit son empire avec le sien. Dubois. Un nom qui était une marque, un nom qui valait, selon mon fils, 80 millions d'euros. La voix de Maître Bernard était un monotone régulier. Moi, Isabelle Dubois, saine de corps et d'esprit. Léo a soupiré, une bouffée d'air impatient, et a jeté un coup d'œil à sa montre en platine. Il s'ennuyait déjà. Premièrement, a continué Bernard, j'ordonne que toutes mes justes dettes et frais funéraires soient payés. Il a fait une pause, tournant la page.
Deuxièmement, je donne et lègue la somme de 70 000 euros, net d'impôts, à mon jardinier en chef, Monsieur Martin, pour ses 30 années de service loyal et pour avoir toujours su faire la différence entre une mauvaise herbe et une fleur sauvage. J'ai vu Léo rouler des yeux et marmonner quelque chose à Damien. Je n'ai pas pu entendre les mots, mais le sentiment était clair. Moi, cependant, j'ai senti un petit sourire secret effleurer mes lèvres. Martin. Je me souvenais de lui. Un homme gentil et tranquille qui avait toujours eu un mot aimable pour moi. Il méritait chaque centime. C'était un aperçu de l'Isabelle que j'avais aimée au début, une femme capable d'une grande générosité. Troisièmement, a poursuivi Bernard, je donne et lègue la somme de 90 000 euros au sanctuaire des papillons de la Drôme. Cette fois, c'est Camille qui a réagi. Un petit ricanement incrédule. Des papillons, a-t-elle chuchoté à Léo, assez fort pour que je l'entende. J'ai ressenti une soudaine et vive pointe de nostalgie. Il y a des années, avant Léo, avant que la maison du bois ne soit un empire, Isabelle et moi avions conduit une vieille décapotable le long de la côte jusqu'à ce sanctuaire même. Je me souvenais d'elle, debout dans une clairière, l'air vivant du battement silencieux d'un million d'ailes orange et noires, son visage tourné vers le ciel, des larmes coulant sur ses joues. C'est comme si toute la beauté du monde avait décidé de se reposer en un seul endroit, Julien, avait-elle murmuré. Elle s'en était souvenue. Après toute l'amertume, toutes les années de silence, elle s'était souvenue de ce jour. Quatrièmement, je donne et lègue la somme de 45 000 euros à mon chauffeur, pour sa discrétion et pour ne s'être jamais perdu, même lorsque mon fils lui donnait les indications les plus confuses et contradictoires. Léo s'est redressé d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Damien a posé une main apaisante sur son bras. Ce n'est rien, Léo. Une petite blague. Mais Léo devenait agité. Cela ne suivait pas son scénario. Il a commencé à tapoter ses ongles manucurés sur la table en acajou, un rythme sec et saccadé d'impatience dans la pièce silencieuse. Bernard l'a ignoré. Cinquièmement, je donne et lègue ma collection d'éditions originales de Marcel Proust à la Bibliothèque nationale de France. À l'exception d'un volume, un exemplaire dédicacé de 1913 du côté de chez Swann, que je lègue à. Léo a frappé sa main à plat sur la table. Le bruit a claqué comme un coup de feu. Bernard, pour l'amour de Dieu, a-t-il tonné. On peut sauter les bêtises sentimentales pour le personnel? Mon temps est précieux. Allez directement à l'essentiel, les propriétés, le portefeuille, l'entreprise. Passez à la partie où tout me revient. La pièce est tombée dans un silence lourd et suffocant. Maître Bernard a arrêté de lire. Il n'a pas semblé surpris ni en colère. Il a simplement arrêté. Très lentement, il a relevé la tête. Puis, avec une délibération qui était plus intimidante que n'importe quel cri, il a enlevé ses lunettes, les a pliées et les a posées sur la table. Il a fixé mon fils, son regard plat, froid et totalement dépourvu d'impression. Monsieur Dubois, a dit Bernard, sa voix descendant pour devenir un instrument précis et tranchant, ceci n'est pas une réunion d'affaires. C'est la proclamation légale des dernières volontés d'une femme décédée. Je lirai chaque mot de ce document, exactement comme votre mère l'a écrit. Et vous, vous resterez assis là, et vous écouterez. Est-ce clair? Le visage de Léo est devenu d'un rouge sombre et laid. Il avait été publiquement réprimandé, sermonné comme un écolier. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, se tournant vers Damien, qui a fait un léger signe de tête presque imperceptible. Il était piégé. Bernard a soutenu son regard un instant de plus, puis, satisfait, a remis ses lunettes. Il a repris le document. Très bien, dit-il, sa voix retrouvant son ton neutre et monotone. Continuons. Nous passons maintenant à l'article 6, concernant les associés personnels de mon fils, Léo Dubois. J'ai vu Damien se redresser un peu, son sourire de requin de nouveau en place. Camille a finalement posé son téléphone, ses yeux brillants d'une anticipation avide. Au conseiller financier de mon fils, Monsieur Damien Moreau, a lu Bernard, je donne et lègue la somme de 9 000 euros. Le sourire de Damien s'est figé. 9 000. Le chiffre était une insulte, moins que le coût de ses dernières vacances. J'ai vu ses jointures blanchir alors qu'il serrait le bord de la table. Mais Bernard n'avait pas fini. Point avec la recommandation légalement contraignante qu'il utilise pour suivre un cours sur la responsabilité fiduciaire, car mes propres dossiers financiers indiquent qu'il a un besoin pressant de remise à niveau. Le sourire de requin a disparu, remplacé par un masque de fureur pâle et stupéfaite.
Il venait d'être professionnellement déshonoré. Bernard, sans perdre un instant, a tourné son attention vers la jeune femme à côté de Léo. Et à la compagne actuelle de mon fils, Camille, je lui lègue la réplique de haute qualité de la montre Hermès qu'elle admirait tant sur ma commode le mois dernier, et que j'espère elle trouvera indiscernable de l'original qu'elle a tenté de voler. Si Damien était stupéfait, Camille était incinérée. Son visage est devenu rouge et tacheté. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Elle n'avait pas seulement été insultée, elle avait été exposée comme une voleuse ordinaire devant l'homme qu'elle essayait de s'assurer. 7. Cette sorcière menteuse, a-t-elle crié, toute prétention de sophistication disparue. Tais-toi, a rugi Léo, sa voix rebondissant sur les murs. Il ne la défendait pas, il faisait taire un problème. Son image soigneusement construite s'effondrait. Ça n'a pas d'importance, leur a-t-il lancé à tous les deux. C'est une blague. On s'en fiche. Continuez, Bernard. Arrêtez de perdre du temps avec ces déchets et passez à ma partie. Je suis resté assis là, parfaitement immobile, et pour la première fois en 20 ans, j'ai ressenti une étincelle de connexion avec Isabelle. C'était la femme que j'avais épousée. Brillante, froide et mortellement précise. Elle ne lisait pas seulement un testament. Elle réglait ses comptes. Elle nettoyait la table avant le plat principal. Maître Bernard, imperturbable, a attendu que les cris s'apaisent. Il a tourné la page. La pièce s'est tendue. C'était le moment. Article 7, a dit Bernard. À mon fils, Léo Dubois. Léo s'est penché en avant, les jointures blanches sur la table. Point je donne et lègue l'appartement en dernier étage avec vue sur la tour Eiffel, avenue Montaigne. Un immense soupir de soulagement s'est échappé de Léo. La couleur est revenue sur son visage. Il a souri avec suffisance, me lançant un regard triomphant. Le Penthouse. Le joyau de la couronne. Point et ma collection complète d'œuvres d'art d'après-guerre. Le sourire suffisant de Léo s'est élargi. Oui, a-t-il sifflé. Il m'a regardé, les yeux brillants. Tu entends ça, le vieux? L'art. Tout. Bernard a levé un seul doigt, le stoppant net. Cependant, a-t-il dit, le mot suspendu dans l'air comme une lame de guillotine, toute la collection est conservée dans une chambre forte climatisée à l'intérieur de l'appartement. L'unique clé de cette chambre forte. Bernard a fait une pause. Il a baissé les yeux sur le document, puis les a relevés, ses yeux trouvant les miens à travers la longue étendue de la table. Point je l'ai confié à son père, Julien Dubois. Le silence qui a suivi a été absolu. Léo est resté bouche bée, son visage, qui avait été rouge de victoire, devenant pâle. Quoi, a-t-il murmuré. Il s'est levé, la chaise raclant violemment derrière lui. C'est une blague? Une sale blague? Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Lui? Il ne l'a pas vu depuis 20 ans. C'est un moins que rien. Tous les yeux étaient sur moi. Et j'étais tout aussi stupéfait que lui. Une clé. Isabelle m'avait donné une clé. Qu'est-ce que cela signifiait? Je n'avais pas de clé. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Je suis juste resté assis là, le fantôme dans le costume gris, soudainement le centre inconfortable de l'attention de tous. Ma négation, je ne sais pas de quoi vous parlez, flottait dans l'air, un fait simple et sans fioriture. Léo me regarda, son incrédulité se transformant en une rage méprisante. Il laissa échapper un rire rauque et forcé, une performance destinée à montrer qu'il contrôlait toujours la situation. Ça n'a pas d'importance, lança-t-il en agitant la main avec dédain. Une clé. Tu crois que je me soucie d'une clé? Je ferai ouvrir ce coffre par un serrurier avant le dîner. C'est un jeu sentimental et sans intérêt. Il se rassit, tendu comme un ressort. Il pointa un doigt tremblant vers Maître Bernard. Assez de ces jeux. Allez droit au but. Les actifs. Les 80 millions. Lisez la partie où tout me revient. Lisez-la maintenant. Maître Bernard le considéra par-dessus ses lunettes avec un calme exaspérant. Il ajusta ses lunettes, but une petite gorgée d'eau délibérée, et tourna la page. Le son du papier épais qui tournait fut comme un coup de tonnerre dans la pièce tendue. Bien sûr, dit Maître Bernard. Nous allons maintenant passer à l'article 8. La disposition de la succession principale. C'était le moment. L'air était si dense que je pouvais à peine respirer.
Léo était penché si loin en avant qu'il était presque hors de sa chaise, son corps un seul muscle tendu d'avidité. Bernard commença à lire. Concernant tous les actifs liquides restants, actions, obligations, propriétés, et la participation majoritaire dans la maison du bois. Il s'arrêta, prolongeant délibérément le moment. « Allez » murmura Léo, un sifflement bas. Bernard s'éclaircit la gorge. « Je décrète ce qui suit. Premièrement, à mon ex-mari, Julien Dubois. » Ma tête se redressa brusquement. « Moi ?» Un son comme un hoquet étranglé sortit de Léo. Son visage se figea, ses yeux se rétrécissant en de minuscules fentes de haine pure et sans mélange, toutes fixées sur moi. Qu'est-ce qu'elle fabriquait, bon Dieu? Était-ce sa dernière cruauté me donner une petite somme insultante juste pour lui en mettre plein la vue une dernière fois? Bernard continua, sa voix parfaitement égale. À mon ex-mari, Julien Dubois, je donne et lègue la somme de 20 euros. 20 euros. Les mots restèrent suspendus là. Une insulte. Une blague mesquine, cruelle et profondément puérile. Mais Bernard n'avait pas fini. Il lut la dernière partie de la clause, celle qui tordait le couteau. Point 20 euros, en monnaie fiduciaire, à payer en espèces. Ceci pour couvrir le coût de son billet de train pour retourner d'où il vient, un voyage que mon fils Léo aura sûrement la gentillesse de lui suggérer. Ça a commencé par un reniflement. Puis le barrage de la maîtrise de soi de Léo n'a pas seulement cédé, il s'est évaporé. Un rire énorme, rugissant, braillard, éclata de sa poitrine. Ce n'était pas un son d'humour. C'était un son de joie pure et maligne. Il bondit de sa chaise, son corps tremblant. Il me pointa du doigt, le doigt tremblant, de véritables larmes de joie malveillante coulant sur ses joues. 20 euros, rugit-il, les mots rebondissant sur les murs. Il se plia en deux, frappant la table hors de prix de sa main. Oh mon Dieu, 20 euros. Damien et Camille, saisissant le nouveau courant, se joignirent à lui avec des cris de rire sycophantiques. Léo avait gagné. La partie était terminée. Il avait été publiquement, légalement et financièrement déclaré vainqueur, et j'avais été déclaré une blague à 20 euros. Son rire s'apaisa en un petit rire suffisant. Il ajusta les poignets de son costume sur mesure. Il était de nouveau roi. Il fit le tour de la table et s'arrêta à quelques mètres de moi. Eh bien, dit-il, sa voix dégoulinante de fausse pitié. Voilà qui est fait. Il plongea la main dans la poche de son costume et en sortit un mince portefeuille en cuir. Il fit mine de l'ouvrir. Tu sais quoi? Dit-il, avec un ricanement bas et confidentiel. 20, c'est un peu insultant. Tiens. Il sortit un billet de 50 euros et le jeta sur la table devant moi. Il glissa sur le bois poli et s'arrêta juste à côté de mes mains. Voilà. 50. Ne dis pas que je ne t'ai jamais rien donné. Il me fixa, me défiant de réagir. Je ne fis rien. Je restai juste assis là. Je regardais le billet de 50 euros. Je regardais son visage suffisant et victorieux. Et j'attendis. Parce que je connaissais Isabelle. Et je regardais Maître Bernard. Et Maître Bernard ne bougeait pas. Ce n'était pas la fin. C'était l'entracte. Mon immobilité l'exaspéra. Peu importe, ricana-t-il. C'est fait. Tout est à moi. Maintenant, fiche le camp d'ici. Retourne dans ta cabane assure. Il me tourna le dos, un dernier acte de renvoi. Il retourna à sa chaise, prêt à partir, prêt à commencer sa nouvelle vie. Monsieur Dubois. La voix coupa l'air comme de la glace. Elle arrêta Léo net. Il se retourna, son visage triomphant se durcissant lentement. Quoi? Maître Bernard était toujours assis. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Veuillez vous asseoir. Le sang quitta le visage de Léo. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, répéta Bernard, sa voix dangereusement calme, asseyez-vous. Je n'ai pas fini de lire. Fini? La voix de Léo se cassa. Vous avez lu. 20 euros. C'est fini. Maître Bernard, avec le mouvement lent et délibéré d'un homme révélant la carte gagnante, plongea la main dans sa mallette. Il en sortit un deuxième dossier, plus fin, scellé d'un épais seau de cire rouge. Ça, dit Maître Bernard en tapotant le grand classeur en cuir, c'était la conclusion du testament original.
Ceci, dit-il en posant le nouveau dossier sur la table, est un codicille. Un addendum légalement contraignant. Il a été signé, attesté et notarié il y a 3 semaines, une semaine avant l'AVC de votre mère. Et sa clause principale stipule explicitement qu'il annule et remplace tous les articles précédents relatifs à la disposition de la succession principale. Léo s'effondra dans sa chaise, son corps bougeant comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Son visage était un masque de choc blanc et cireux. Maître Bernard brisa le sceau. Ceci, dit-il, est une lettre de votre mère, qui vous est adressée, Léo, avec l'instruction légale qu'elle soit lue à voix haute ici aujourd'hui. Son contenu constitue la base du nouvel article 8. Il commença à lire, et ce n'était plus sa voix. Les mots étaient du pur Isabelle, sans fioriture. À mon fils, Léo. J'écris ceci parce que j'en ai enfin fini d'être une lâche. Pendant 20 ans, je t'ai laissé croire un mensonge. Un mensonge que j'ai créé, un mensonge que j'ai nourri, un mensonge que j'ai laissé détruire un homme bon ton père. Quoi? Murmura Léo, un son sec et rauque. L'histoire avec laquelle tu as grandi, lut Bernard, l'histoire de ton père criminel et comploteur qui m'a trahi et a détourné des fonds de mon entreprise, est une fabrication complète. C'est l'opposé de la vérité. Non, hurla Léo, se jetant à moitié sur la table. Elle était malade. Sénile. C'est un faux. Il l'a manipulée. Il regarda Damien, les yeux suppliants. On va contester ça. Maître Bernard leva une main. À ce sujet, dit-il, sa voix coupant court à la panique de Léo, et jointe à ce codicille une évaluation psychiatrique et cognitive complète de votre mère, menée par 3 neurologues indépendants. Elle a été réalisée à sa demande 72 heures avant la signature de ce document. Il regarda directement Léo. Selon leur opinion d'experts, unanime et légalement contraignante, votre mère était entièrement lucide, en pleine possession de ses moyens, et dotée d'une acuité mentale supérieure à 99% des individus de son groupe d'âge. Il laissa tomber le rapport sur la table avec un bruit sourd. Elle n'était pas folle, monsieur Dubois. Elle en avait, comme elle le dit ici, enfin, fini. Maintenant, si je peux continuer. Léo se laissa retomber, sa bouche émettant de petits sons de déglutition. Il n'avait plus de coups à jouer. Bernard retourna à la lettre. La vérité, Léo, la voici. Il y a 20 ans, la maison Dubois était au bord de la faillite totale et catastrophique. J'avais pris une série de décisions imprudentes et j'étais confronté non seulement à la faillite, mais aussi à des poursuites pénales pour fraude. J'allais en prison. Je fermais les yeux, le souvenir de cette nuit sombre m'envahissant, d'Isabelle brisée et pleurant sur le sol du bureau. On nous a offert une seule issue, continua Bernard. Un accord avec un groupe de financiers peu recommandable. Un accord qui sauverait l'entreprise mais qui nous obligerait à blanchir leur argent. J'étais piégé. J'étais une lâche. Je me suis effondré. Et puis, ton père est intervenu. J'entendis un petit son étranglé de Léo. Il secouait la tête, les mains sur les oreilles. Ton père, l'homme que tu as passé ta vie à traiter de raté, a fait un choix. Pour me protéger, et pour te protéger. Il a accepté l'accord. Il a mis son propre nom, sa propre carrière d'architecte, tout son avenir en jeu. Il a créé les sociétés écrans. Il a pris les rendez-vous. Il a fait tout le sale boulot pour que mon nom, le nom Dubois, reste propre. Il a construit un pare-feu juridique autour de l'entreprise et s'est tenu lui-même dans le feu. Lorsque les enquêteurs fédéraux sont finalement arrivés, ils sont venus pour lui, parce que c'est exactement ce qu'il avait prévu. Il a avoué, Léo. Il a avoué des crimes de négligence et de fraude pour couvrir le vrai crime, le blanchiment d'argent dont j'étais responsable. Il a perdu son ordre. Il a perdu sa réputation. Il a tout perdu pour me sauver. Pour sauver l'entreprise que tu revendiques maintenant avec tant d'arrogance comme tienne. Et qu'ai-je fait en récompense de ce sacrifice? Lut Bernard, sa voix baissant. J'ai écouté ton poison. Tu m'as dit qu'il était un criminel, et moi, dans ma honte et ma lâcheté, j'ai acquiescé. J'ai laissé cette histoire devenir la vérité. J'ai divorcé. Je l'ai abandonné. Parce que j'avais peur que si tu savais un jour la vérité, tu me regarderais avec le même mépris que tu avais pour lui. J'étais une lâche, Léo, et je t'ai laissé devenir ça. Cet homme avide, arrogant, vil qui se moque de la personne même qui a tout sacrifié pour toi.
La fortune de 80 millions d'euros que tu étais si impatient de réclamer n'existe que pour une seule et unique raison, elle existe parce que ton père, Julien Dubois, l'a sauvée. Le silence dans la pièce était absolu, lourd et suffocant. Léo était complètement immobile, fixant la surface polie de la table comme si c'était un abîme. Il ressemblait à un homme qui venait de voir son monde entier se dissoudre en fumée. Non, murmura-t-il à la table. Non. Elle m'aimait. Il n'était pas défiant. Il était vide. Toute sa vie, sa mère brillante, son père sans valeur, son propre statut d'héritier légitime avaient été incinérés en 5 minutes. Il s'affaissa dans son fauteuil, son costume cher soudain de taille trop grand pour lui. Bernard leva les yeux de la page. Et maintenant, la conclusion. Sa voix devint plus dure, plus formelle. Voici l'article 8, la disposition finale. Il commença à lire. Par conséquent, dans un effort pour corriger une trahison qui ne pourra jamais être réparée, je décrète par la présente, comme ma dernière volonté et mon testament contraignant, que tous mes biens, mobiliers et immobiliers, toutes mes actions, obligations et actifs liquides, et la totalité de ma participation majoritaire, libre de toute charge, dans la maison Dubois, un patrimoine d'une valeur actuelle estimée à 80 millions d'euros. Il lut la liste comme un juge lisant une sentence. Point tout cela, je le donne, le divise et le lègue. Il s'arrêta. Il leva les yeux. Il ne regarda pas Léo. Ses yeux, clairs et stables, se déplacèrent sur la longue table polie et me trouvèrent. Il soutint mon regard. En 7 secondes de silence, ma vie tranquille, mon atelier, ma paix, tout était en suspens. Que avait-elle fait? Maître Bernard baissa de nouveau les yeux sur la page. Point à mon ex-mari, Julien Dubois. Les mots ne firent pas leur effet. Ils restèrent simplement suspendus dans l'air. Moi. L'homme au costume vieux de 20 ans. J'entendis un petit son humide, haletant. C'était Léo. Je ne pouvais pas le regarder. Je ne pouvais pas bouger. C'était comme si le toit du bâtiment avait été enlevé et que tout le poids du ciel pesait sur mes épaules. 80 millions d'euros. Ce n'était pas un cadeau. C'était une condamnation à perpétuité. Maître Bernard, Dieu le bénisse, continua, lisant les mots les plus importants. Je laisse ceci non pas comme un cadeau, mais comme un paiement. Une compensation tardive et totalement inadéquate pour la carrière que j'ai laissé détruire, l'honneur que j'ai laissé voler, et la famille que, dans ma lâcheté, j'ai laissé briser. Et c'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait jamais de l'argent. Il s'agissait de la raison. C'étaient ses excuses finales, légalement contraignantes. C'était elle, d'outre-tombe, qui me rendait mon nom. Un petit gémissement vint de l'autre côté de la table. C'était Léo. Il n'était plus un monstre. C'était juste un garçon dont toute la vie avait été un mensonge. Un mensonge que sa mère lui avait raconté et pour lequel son père avait payé. Et enfin, dit Bernard, sa voix aussi impitoyable qu'un marteau de juge, nous arrivons au dernier legs. Pour mon fils, Léo Dubois. Au son de son nom, une minuscule et pathétique lueur d'instinct s'alluma dans les yeux morts de Léo. Il releva lentement la tête. Point qui a déjà reçu une fortune pour toute une vie, je ne lui laisse qu'une seule chose. Bernard fit une pause. Je lui laisse précisément ce qu'il a si pensivement offert à son père. Maître Bernard plongea la main dans un tiroir et en sortit un unique chèque de banque certifié. Il le fit glisser sur la vaste étendue de bois. Il s'arrêta juste devant Léo. 20 euros, dit Bernard, sa voix plate. Votre héritage, monsieur Dubois. Comme votre mère l'a spécifié, pour votre billet de train. Damien, le requin, ne dit rien. Il se leva simplement tranquillement, poussa sa chaise, prit sa mallette et sortit silencieusement de la pièce. Il était parti. Camille, cependant, regarda le chèque, regarda le visage brisé de Léo, et son expression se crispa de pur dégoût. Tu es, siffla-t-elle, sa voix pleine de venin, pathétique. Elle attrapa son sac à main et sortit, ses talons claquant sur le marbre, une dernière ponctuation acérée. Et puis nous n'étions plus que 3. Le chèque reposait sur le bois poli. Léo le fixa. Puis il explosa. Ce n'était pas un mot, c'était un cri, un rugissement primal d'une rage si pure qu'il ressemblait à un coup physique. Non. Ses bras balayèrent la table, envoyant verre et carafe d'eau se briser contre le mur. Je vais vous poursuivre. Hurla-t-il, l'écume aux lèvres. Elle était folle.
Je mettrai le feu à tout. Il se retourna, ses yeux sauvages se posant sur moi. Toi. Beugla Théil. C'est toi. C'est toi qui as fait ça. Voleur. Il se jeta à travers la pièce, les mains en griffes, venant vers ma gorge. Je me préparai, mais Bernard fut plus rapide. Il appuya sur un bouton d'interphone. Avant que Léo ne puisse m'atteindre, 2 grands agents de sécurité firent irruption. Ils l'attrapèrent, lui immobilisant les bras derrière le dos avec une efficacité brutale. « Lâchez-moi » cria-t-il, se débattant comme un animal pris au piège. Maître Bernard se leva lentement. « Sortez-le » dit-il, sa voix plate et froide. « Vous ne pouvez pas me faire ça » hurla Léo alors qu'on le traînait dehors. « Je suis Léo Dubois. » « Et Monsieur Dubois » ajouta Bernard, sa voix coupant court à la crise de colère. Léo se figea. Bernard pointa le petit chèque blanc sur la table. « N'oubliez pas votre héritage. » Cela l'acheva. Le dernier lambeau de sa raison se brisa. Il maudit sa mère, il maudit Bernard, mais par-dessus tout, il me maudit. « Je vais te tuer, le vieux. Tu m'entends? Je vais te tuer. » Il criait encore alors qu'on l'emmenait. Les lourdes portes en chêne se refermèrent, et il disparut. Le silence qui s'installa fut profond. Je m'affaissai sur ma chaise, l'épuisement de 20 ans s'abattant sur moi comme un poids physique. Je regardais le verre brisé, le billet de 50 € à côté du chèque de 20 €. Il ne restait qu'une seule question. La clé, dis-je, la voix rauque. Le coffre-fort des œuvres d'art. Pourquoi? Maître Bernard se permit un petit sourire triste et entendu. Ça, Monsieur Dubois, c'était le dernier test de votre femme pour son fils. Pour voir s'il pouvait s'humilier assez pour vous demander quelque chose. Il a échoué. Il secoua la tête. Et c'était un message pour vous. Il plongea la main dans sa poche de poitrine et en sortit non pas un document, mais une unique, petite et ancienne clé en laiton. Une clé de maison. Il la fit glisser sur la table. C'est la clé qu'elle vous a laissée, dit-il doucement. Il ne s'agissait jamais de l'art. C'était du théâtre. Le coffre que Léo fera forer est vide. Alors, à quoi sert-elle? Il y a un autre coffre-fort, Monsieur Dubois. Un coffre mural, caché derrière un tableau dans son bureau privé. C'est la clé de ce coffre. Il fit une pause. Dedans se trouvent les preuves originales. Tout. Le dossier complet et non expurgé d'il y a 20 ans, les virements bancaires, les documents que vous avez signés, et surtout, les lettres et les emails qu'elle vous a envoyés vous suppliant de le faire. Mon cœur s'arrêta. Elle a tout gardé, dit Bernard tranquillement. Elle a gardé la vérité enfermée. L'argent était ses excuses. Mais ceci, il hocha la tête vers la clé, c'était sa façon de vous rendre votre nom. Je tendis la main, mes doigts calleux se refermant sur le petit morceau de laiton froid. Les 80 millions d'euros étaient un poids, une nouvelle sorte de prison. Mais cette clé. C'était la liberté. Toute cette expérience m'a appris une leçon puissante. La vérité, j'ai appris, a un poids et une patience qui lui sont propres. Pendant 20 ans, un mensonge a empoisonné notre famille, montant un fils contre le père qui l'avait secrètement sauvé. Mais un mensonge construit sur le silence et la honte ne peut durer éternellement. La confession finale d'Isabelle m'a montré que, peu importe à quel point elle est enfouie, la vérité finit toujours par refaire surface. Cela a prouvé que le véritable honneur ne réside pas dans la réputation, mais dans les sacrifices silencieux et ingrats que l'on fait. En fin de compte, un nom lavé par la vérité est un héritage qui vaut bien plus que n'importe quelle fortune. Qu'auriez-vous fait avec la clé et le fardeau de ces 80 millions d'euros? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.